C'est la parole à Haj Nasser Hassan. Et en fait, Haj Nasser Hassan est cofondateur de la gauche radicale marocaine. Il a vécu très très longtemps, peut-être plus de 30 ans, dans l'exil en France. Et c'est un défenseur acharné des droits de l'homme. Il n'a pas arrêté d'ailleurs de défendre ce droit ici et là-bas. D'ailleurs, il est cofondateur de l'Association marocaine des droits de l'homme. Et lui, il va nous ramener encore plus loin. Il va nous parler des combats en fait qui ont eu lieu depuis les années 60. Peut-être la majorité, beaucoup de gens parmi nous n'étaient pas encore. Et donc, je remercie d'emblée Haj Nasser. Merci. À vrai dire, j'avais préparé une intervention qui était assez longue, mais qui peut vous rester. Et je voudrais savoir combien de temps. Je dis que c'est 15 minutes. Parce que finalement, je suis partagé. Ou bien je fais part de l'intervention telle que je l'avais préparée en la savant, ou bien peut-être de vous livrer quelques réflexions à propos de sujets en cours. Parce que autrement, j'aurais l'impression d'être hors sujet en vous parlant des années 60, 70, même si là, les âges qui ont plus cette bien. J'aurais aussi l'impression d'être décalé par rapport aux témoignages que nous avons entendus et qui sont en prise directe avec les événements tels qu'ils se déroulent en Tunisie, en Égypte ou au Maroc. La première réflexion, c'est peut-être un appel à une certaine vigilance intellectuelle, c'est que nous n'avons pas inscrit ces récits, ces témoignages dans leur cadre d'ensemble. Il ne serait pas mauvais parmi nous ici, puisque nous avons des nationalités peut-être représentées, de nous interroger sur l'ensemble de l'Irak à la Mauritanie. De se poser la question, quelle séquence historique vit cette région? Vous savez que certains considèrent que la région du Goulard est celle qui est en retard dans le monde sur bien des voilà. Vous m'avez entendu la dernière fois. Oui. Mais les sur le terrain des indicateurs économiques, le rapport de la Banque mondiale, c'est à ça que je faisais allusion, c'est eux qui avaient visé la région du monde arabe comme étant en retard, peut-être même par rapport à certains pays d'Afrique subsaharienne. Effectivement, si on se pose la question sur la séquence historique, vous savez, cette partie du monde a connu pendant des siècles la tutelle ottomane. À peine sortie de la tutelle ottomane, elle a connu la tutelle coloniale. Pour ceux qui se souviennent des années 50 et des années 60, nous avons connu la période des mouvements de libération nationaux, de l'affirmation du nationalisme arabe. Alors, je me pose une question comme ça, parce que je pensais hier à une séance sur immigration et préjugés dont je sors, puisque c'est à Montauban, et c'est la CIMAD qui l'avait organisée, et j'avais cité une phrase, une formule de Rousseau qui disait « Je préfère être l'homme des paradoxes que l'homme des préjugés ». Je veux dire par là que l'on peut risquer des paradoxes, car les paradoxes peuvent inciter à la réflexion. Je pose la question, mon ami égyptien, par rapport à la période de Gamal Abdel Nasser, quelle était la situation des frères musulmans? Est-ce qu'ils levaient la tête? C'est un mauvais jeu de mots, si l'on pense au sort du chef des frères musulmans à l'époque.
l'esprit d'opposition à l'expansionnisme israélien à l'époque. Que pensaient même certains démocrates, peut-être en Europe, de ce qu'était le Bath, en Irak comme en Syrie? Certains considéraient peut-être que même l'Irak s'orientait vers une démocratie, une république laïque. Chevènement, par exemple, a soutenu longtemps à propos de cette démocratie. Autre chose. Je pense à 1959, 60 au Maroc, 60, 61. Moi, j'avais l'impression de vivre dans ces années-là dans un Maroc progressiste. Il y avait un classement en Afrique qui disait les 5 pays progressistes. Et le Maroc en faisait partie. Le Maroc Mohamed V. Mais c'est un paysage différent d'aujourd'hui. Il y avait une assemblée consultative. Elle n'était que consultative. Mais vu le président qu'elle avait presque le comportement d'un gouvernement et d'une assemblée constituante, parce qu'elle était présidée par Madame Barka. Et dans une conférence récente que j'ai faite sur Madame Barka et la constituante et la Constitution, à la demande de l'USFP, j'ai apporté devant le public de l'USFP la contradiction aux membres du bureau politique de l'USFP, qui réduisait Mehdi Barka à un tacticien qui n'avait aucune vision de la constitution institutionnelle, de la question constitutionnelle, ce qui était faux. Bien, nous vivions dans une période historique où la question de la modernisation, des droits des femmes, était une question considérée comme une question cardinale. Même la fille du roi tenait à faire un discours en 1947 déjà, pour affirmer la nécessité pour les jeunes filles modernes, etc., etc., etc. C'est dommage que le petit jeune homme soit parti, parce que je voulais lui dire, c'est pour ça que je souriais, que nous aussi, nous avons manifesté contre une constitution octroyée. Il y a 50 ans de cela, plus de 50 ans. Dans la rue, nous crions d'ailleurs des mots d'ordre français et arabes. Contre une constitution pour le peuple et par le peuple. Et comme nous étions encadrés par des gens qui réfléchissaient, il y avait des Meswak, des Aziz Bel, il y avait une commission qui travaillait, nous avions rédigé un contre-projet de la constitution octroyée. Et cette brochure existe toujours, une constitution par le peuple et pour le peuple. Vous pourrez la relire, vous verrez peut-être qu'elle n'a pas perdu son actualité. Voilà à quoi invite le retour à la profondeur historique. Quel étrange paradoxe. Pardon. Donc, lorsqu'on revendique aujourd'hui une assemblée constituante, il est salubre pour l'esprit de prendre ce recul et de se dire, mais c'est une thématique ancienne. Car nous avons tenu aussi à réactiver le passé plus lointain. Car vous le savez, la première constitution, le premier projet, date de 1908. Et là, j'en reviens à ce que disait notre camarade. C'est vrai que le monde arabe a failli faire la révolution thématique. Je m'entends. Toute considération, tout changement fait. C'était cette séquence-là. Nous étions dans une configuration à l'échelle mondiale, où on n'excluait pas, vu l'exemple du Japon, avec l'ère du Meiji, que l'on passe de pays considérés comme archaïques à des pays modernes, n'est-ce pas? La modernisation de l'armée était un des facteurs, et le Maroc l'a tenté aussi au XIXe siècle, et il l'a raté. Ce qui fait qu'en 1908, s'il y a eu un projet constitutionnel, c'est parce qu'il y avait une circulation des hommes et des intellectuels, des lettrés à l'époque, de Tanger notamment, qui sont allés en Turquie. Il y avait aussi un intellectuel syrien qui était à Tanger. Et ce document, nous l'avons popularisé parce que nous avons pensé qu'il était intéressant. Et c'est une brochure que nous avons conçue avec des jeunes marocains et des jeunes maghrébins, pour essayer de documenter ceux qui manifestent aujourd'hui, sortir toutes les constitutions marocaines, d'abord ce n'est qu'un projet, c'est 1908, pour montrer une chose également. Il y a 1000 façons d'anesthésier le peuple. Parce qu'ici, nous sommes aussi dans cette situation.
dans cette situation. Vous remarquerez, enfin, je ne fais pas mon intervention, dans mon intervention, le mot révolution n'est pas prononcé. Ni printemps arabe. Révolution, c'est un mot lourd. Et l'avantage de porteur un peu d'histoire, c'est que nous avons connu parmi nous ici, des révoltes matées et des révolutions qui ont avorté, qui ont été confisquées, ou qui se sont dénaturées. Par conséquent, gardons-nous de dire révolution. La révolution, c'est une rupture dans le cours de l'histoire. Et même les révolutions ne sont pas toujours irréversibles. Pensons à 7 octobre. Et même la Révolution française. Et même la Commune. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mesurez la durée de ces séquences révolutionnaires par rapport à les séquences qui suivent. La France était républicaine. Elle était impériale ensuite. Elle était monarchique plusieurs fois avant d'arriver à la Troisième République. Ce sont, chers camarades, quelques réflexions bien sûr improvisées. Mais d'ailleurs, je faisais allusion quelque part dans mon texte. Je disais peut-être que je risquais de passer pour un esprit chagrin. Il ne s'agit pas de toucher les enthousiasmes. Si la TMF est arrivée jusqu'ici, c'est parce qu'elle est encore habitée par la flamme révolutionnaire de cet élu. Parce qu'il faut la flamme pour militer, tous les jours. La flamme qui nous animait quand on allait, n'est-ce pas, à Renaud-Biancourt, ou ailleurs, ou à Chausson, au petit matin, devant les portes. Et puis ensuite, peut-être qu'ici, nous avons fait quelque chose qu'au Maroc, nous n'avons pas réalisé. Ici, la liaison, les fameuses liaisons intellectuelles travailleurs, c'est une réalité. Où étaient d'ailleurs les étudiants, où étaient les ouvriers quand les ouvriers étaient étudiants? Ainsi, et les étudiants étaient ouvriers également. Hein, n'est-ce pas? Par conséquent, il faut cette flamme, il faut cet enthousiasme. La présence qui est la vôtre tous les 20 février, place est d'une grande valeur symbolique. Et il faut cela, il faut cette constance. Mais soyez instruits quand même par l'expérience. Là, c'est tout. N'imaginez pas que vous êtes toujours dans l'inédit. Bien sûr qu'il y a des changements. Mais on dit tellement de bêtises, parce que vous savez, les logiques dans lesquelles on baigne, c'est parce que nous l'avons inventé. Peut-être que celle, elle est inventée par ceux qui peut-être ne nous aiment pas beaucoup. Enfin, qui nous ont mis un peu peut-être. Et par conséquent, nous sommes mus. Nous sommes parfois inconsciemment mus par des idées qui ne sont pas les nôtres. Et cela, c'est l'idéologie. Et par conséquent, méfiez-vous du journaliste qui veut faire de l'historien de l'histoire. Il fait l'histoire mardi, l'histoire du lundi. Je me rappelle de cet intellectuel d'Amérique latine qui disait « Je ne lis jamais les journaux du jour. Je laisse au moins passer 3 jours pour me tromper le moins possible. » Alors vous savez, je suis presque chagrin à l'idée d'évoquer Bernard-Henri Lévy à propos de la Libye. Je ne suis pas très content des résultats électoraux de la Tunisie. Je ne suis pas très content de voir l'armée reprendre tous ses billes, reprendre la situation en Égypte. Et vous allez voir ce qui va se passer le 25 novembre au Maroc. Alors, le monde arabe, dans quelle séquence historique est-il? Celle de l'hégémonie des idées religieuses et puis rétrogrades, ou il va vers les idées universelles qui sont celles de nos jeunes, tels que ceux qui sont en tout cas exprimés ici. Ce n'est pas parce que ceux-là sont sur Internet ou sur Facebook ou je ne sais quoi, que dans les profondeurs de ces pays, tout le monde est branché sur les valeurs universelles. Au moment des élections, c'est d'autres choses qui sortent. C'est les profondeurs du pays qui parlent. Et aujourd'hui, le monde musulman dans son ensemble est porteur de valeurs rétrogrades. Et elles ont des effets dans l'immigration, vous le savez bien. Et le monde arabe musulman n'est pas nécessairement le cœur. Le tsunami, son cœur est au Pakistan. Il n'est pas dans le monde arabe, mais le monde musulman dans son ensemble. Le monde arabe n'a pas encore accompli sa révolution historique, moderniste et démocratique. L'Amérique latine, oui. Le monde arabe, non. Il ne faut pas se tromper dans la séquence historique dans laquelle on se trouve.
Alors par conséquent, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas heureux de voir cette jeunesse descendre dans les rues, etc. Mais si on inscrit, comme je souhaite qu'on le soit, moi je ne marcherai jamais aux côtés des gens d'Arabes et de l'Ihsan. Jamais, au grand jamais. Ce n'est pas parce qu'ils s'opposent, ce n'est pas parce qu'ils s'opposent au régime que je vais marcher avec eux. Jamais, au grand jamais. Dans un congrès de jeunesse, je soutiens un congrès de jeunesse, mon objectif essentiel, c'est l'unité maghrébine. Je l'ai dit d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse juste important, pour un Tunisien notamment présent, c'est que j'étais, mars dernier, à Tunis, pour commémorer le 53e anniversaire de l'appel de Tanger 1958. Il se trouve que j'étais à Tanger en 1958, et c'était ma ville natale. Et vous savez qu'un des promoteurs de cet appel était le Mehdi Barka, tous les mouvements de jeunesse du Maghreb étaient là. Et nous tenons, et depuis le début, à ce que la Mauritanie soit toujours représentée, et la Libye également. Et cette fois-ci, nous étions dans une autre Tunisie. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs choisi Tunis. Et les Libyens étaient présents, mais pas les envoyés de Kadhafi. Les représentants des partis politiques, des différents pays étaient là, importants, etc. Mais les Sahraouis étaient également invités. Et la cohabitation a pu être possible. Un comité de suivi a été décidé parce qu'il s'agit de prendre des mesures concrètes pour accélérer la dynamique de l'unité maghrébine. Concrètement. Et nous avons rendez-vous le 25 et 26 décembre à Nouakchott avec les mêmes, y compris les jeunes en février du Maroc, bien sûr. Avec cette fois-ci la question centrale. Traiter des conflits intermaghrébins. Au lieu d'en discuter au Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU, on en discute à Nouakchott, à Rabat, à Alger, à Tunis. Et les autres qui ne sont pas directement concernés par la question saharienne peuvent aussi être des bons médiateurs. Je pense aux camarades tunisiens. Et le Polisario sera là. Toutes les guerres, et les pires, se sont terminées autour d'une table. Oui ou non? Que ce soit la seconde ou la première. Que ce soit la guerre d'Algérie, ou que ce soit d'ailleurs l'indépendance du Maroc, ça se termine toujours autour d'une table. Soit par la reddition, ou par la paix. Nous, nous voulons la paix. Nous voulons un Maghreb pacifié. Alors par conséquent, nous sommes partisans d'une stratégie. Et là, j'utilise également un autre mot. Les révolutionnaires, enfin, ceux qui veulent changer un peu le monde, la société dans le sens de la justice, l'état de droit, doivent s'armer de la connaissance historique. Une vieille expression, je n'ose pas citer Marx parce que ce n'est pas la mode, mais je crois que c'est lui qui a dit, s'élever à l'intelligence du mouvement historique. Bien, et autre chose, il faut une stratégie. C'est le mot que j'entends très peu. Où est la stratégie? Alors nous risquons une stratégie. Donnez-moi un point d'appui et je soulève le monde. C'est le principe de la vie. Par ailleurs, il y a un économiste autrichien qui a dit quelque chose de pas bête du tout. Le progrès s'obtient par les détours, en faisant un détour toujours. Si vous allez chercher de l'eau tous les jours, vous ne faites pas de progrès. Si un jour vous dites non, je fais un saut, etc., vous compliquez l'accès à l'eau, plus vous le compliquez, plus vous avez d'eau. C'est un paradoxe. Alors nous risquons un détour. S'il y a une zone ou un pays ou une institution, un ensemble de pays qui ont intérêt à l'unité maghrébine, c'est bien l'Europe. Pas pour les mêmes raisons que nous, peut-être. Pour les questions sécuritaires, pour l'immigration. Eh bien, tant pis. On peut prendre appui là-dessus. Et nous avons des appuis extraordinaires. Les appuis, on peut avoir des subventions, on peut avoir des salles, on peut avoir des billets d'avion. L'essentiel, faites le plus vite possible l'unité maghrébine. Mais plus sérieusement, nous avons besoin de ces poids-là aussi, parce que parfois, quand il s'agit de mettre en branle des processus comme nous essayons de le faire, il y a à la fois la société civile, bien sûr, il y a les États. Le président de notre association, un jeune d'ailleurs, est actuellement reçu par la CNT en Libye. Demain, maintenant, peut-être pendant que nous parlons, il est reçu par le Premier ministre en Tunisie, et le président de Mauritanie pour quelque temps. Donc il faut mettre en branle tout cela. Et c'est vrai que le fait d'être soutenu par des parrains, si je veux dire, de ce mouvement, comme Rocard et d'autres,
cela, il y a des gens qui sont parfois très proches. Pourquoi pas? Nous faisons un peu de réel politique pour approcher de l'objectif. Car dans la stratégie, il faut le principe de réalité. Il faut prendre en compte le principe de réalité. Et là aussi, j'en arrive. Donc, le principe de réalité, c'est que quand on veut changer quelque chose, il faut tenir des rapports de force. Là aussi, j'entends pas beaucoup parler de rapports de force. Voilà, on veut ceci, on veut ceci, on veut ceci, on veut cela, bien sûr. Ça, c'est la revendication, ça, c'est l'aspiration. Mais quand on va à l'action, il faut mesurer ses forces. Il fut un temps où, comme d'ailleurs De Gaulle ou d'autres, ainsi de suite, pardon, c'est la dernière réflexion. La dernière réflexion, et c'est mon dada, c'est de penser les choses. Si les grands stratèges d'entreprises internationales lisent Clausewitz et ce théoricien de la stratégie militaire chinois, ce n'est pas pour rien. Il faut savoir quand il faut foncer. Il faut savoir quand il faut reculer. Il faut savoir quand il faut contourner. Il faut savoir quand de faire semblant quand on est de fait d'affaires. Hassan le fait. Il peut même poser le niveau de l'intervention dans les manifestations. Il faut de la stratégie. Il faut de l'organisation. Et si l'AMF est arrivé au point où elle en est aujourd'hui, c'est que précisément durant son existence et dans ses principes fondateurs, ces ingrédients étaient présents.